enfant. Dans un tel cas de figure, la règle, c'est que un tirage au sort est organisé pour répartir les biens entre les héritiers. Alors, il y a quand même des exceptions. Il y a deux cas dans lesquels le tribunal peut attribuer préférentiellement un bien à un héritier plutôt qu'à un autre. Hein, c'est ce qu'on appelle les attributions préférentielles. Pour faire court, il y a deux principales hypothèses. La première hypothèse d'attribution préférentielle, c'est celle dans laquelle un héritier vit dans un bien qui dépend de la succession et qu'il y a sa résidence principale. Donc il vit dans un appartement ou dans une maison qui dépend de la succession. Comme il s'agit de sa résidence principale, le tribunal a le droit de lui attribuer ce bien immobilier. Vous aurez compris le but, hein, c'est de lui permettre de se maintenir dans son logement. Donc, dans ce cas, le tribunal aura le droit de lui attribuer la maison ou l'appartement, à condition évidemment qu'il le demande. La deuxième hypothèse d'attribution préférentielle, c'est lorsqu'une entreprise dépend de la succession. Le texte du Code civil prévoit que le tribunal peut attribuer l'entreprise qui dépend de la succession à l'héritier qui a un intérêt à l'entreprise. Bon, en pratique, il faut lire à l'héritier qui a les compétences pour reprendre l'entreprise. Ce serait un peu dommage qu'une entreprise, par le jeu du tirage au sort, se retrouve entre les mains de l'héritier le plus incompétent. Hein, donc, assez logiquement, si un héritier prouve qu'il a les compétences pour reprendre l'entreprise, bah, elle lui sera attribuée à titre préférentiel, étant précisé que le tribunal est libre, hein, d'attribuer l'entreprise ou non à celui qui en fait la demande. Dans les autres cas, on procède à un tirage au sort. Alors, j'ai eu plusieurs cas, hein, de tirage au sort. Le premier, je m'en rappelle, parce que c'était des lots d'appartements parisiens. Donc on avait 6 groupes d'héritiers et un expert immobilier qui avait été désigné par le tribunal avait constitué 6 lots d'appartements parisiens. Donc vous voyez le truc, hein, c'était quand même gros. Après l'expertise, on s'était retrouvé chez le notaire. Le notaire avait dit, bon, bah, c'est simple, ou on fait un tirage au sort maintenant et on en finit, ou si vous ne vous mettez pas d'accord, ou si vous refusez de faire un tirage au sort, eh bien, moi j'ai fait un procès verbal, tout le monde se retrouve chez le notaire, et un an plus tard, le notaire vous renvoie devant moi pour faire le tirage au sort. Bon, tout le monde a dit, bah écoutez, on fait le tirage au sort maintenant. Donc le notaire, il a fait le tirage au sort de la manière suivante. Il a pris 2 boîtes, il a pris des bouts de papier, il a mis les noms des différents groupes d'héritiers, il a mis ça dans une boîte. Il a mis les numéros des silos, donc le numéro 1, le numéro 2, dans d'autres bouts de papier qu'il a mis dans une autre boîte. Il a fait venir un clerc de notaire qui n'était pas dans la salle, hein, mais qui était dans une autre salle pour qu'il soit impartial. Le clerc de notaire a plongé la main dans les différentes boîtes et c'est comme ça que ont été attribués les lots aux différentes branches d'héritiers. Et ce qui était assez intéressant de constater, c'est qu'il y avait une tension dingue avant le tirage au sort, à tel point que le notaire a poussé une gueulante pour que tout le monde se calme. Et après le tirage au sort, alors c'est retombé comme un soufflé, et à tel point que mes clients ont échangé avec leurs cousins avec qui ils étaient pourtant en litige depuis 6 ou 7 ans, bah, ils ont échangé des lots d'appartements parisiens parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus cohérent de faire cet échange. Une autre expérience que j'avais trouvée assez amusante, c'était un tirage au sort de bijoux entre 3 filles. Leur mère avait des bijoux. On avait sur la table de la notaire, pareil, hein, on était dans le notaire avait été désigné par le tribunal, mais les sœurs s'entendaient suffisamment bien pour qu'on puisse se faire un partage amiable avec l'aide de la notaire, qui avait été très bien dans le dossier. Euh, donc on avait des photos de la moitié des bijoux, puis les autres bijoux étaient carrément sur la table de la notaire.
Donc pour chaque bijou, elle interrogeait les héritières. Alors, qui est intéressé par ce bijou? Et pour la très grande majorité des bijoux, elles se sont arrangées entre elles, donc chacune récupérait des bijoux. Et puis sur certains bijoux, il y avait des demandes concurrentes. Donc il y avait au moins deux des filles qui demandaient tel bijou. Bah, dans ce cas, la notaire, elle a pris un dé et elle a dit, bah, si c'est impair, le bijou est pour vous, madame. Si c'est pair, bah, c'est pour vous, madame. Et c'est comme ça que les bijoux ont été attribués. Et là aussi, ça s'est très bien passé. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte à l'expérience, c'est que dans les contentieux, et c'est vrai pour tous les contentieux, hein, mais particulièrement, je pense, dans les contentieux successoraux, la crainte hein, des parties à la procédure, la crainte, c'est toujours que le notaire soit de parti pris, que l'expert soit pas vraiment impartial, que l'avocat il influence telle ou telle personne. Il y a toujours cette crainte hein, qui est une influence à son détriment. Alors qu'avec le hasard, bon, bah justement, c'est le hasard, hein, donc c'est généralement bien accepté. Alors, j'en termine par la déclaration de succession. La déclaration de succession, c'est lorsque le règlement de la succession se fait bien, c'est-à-dire dans les 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? Bah, vous le savez, hein, c'est parce que c'est le délai dans lequel doit être déposée la déclaration de succession et les droits de succession payés. Donc, quand une succession s'ouvre, tout le monde a en tête hein, que la succession doit être réglée, et en tout cas la déclaration de succession déposée dans ce délai de 6 mois. Euh, la déclaration de succession n'est pas obligatoire, hein. Elle n'est obligatoire que si l'actif brut est supérieur à 50 000 euros en présence d'enfants ou d'un conjoint survivant. Et en l'absence d'enfants ou de conjoints survivants, c'est seulement si elle est supérieure à 3 000 euros que la déclaration de succession est obligatoire. Donc la déclaration de succession, c'est la déclaration par laquelle les héritiers déclarent ce qu'ils reçoivent à la recette des impôts du dernier domicile du défunt, ce qui me permet d'ailleurs de souligner que une succession est localisée, hein. Elle est localisée au dernier domicile du défunt. Et c'est une règle importante parce que le dernier domicile du défunt va déterminer le tribunal compétent pour connaître d'éventuelles difficultés, mais également pour connaître la recette des impôts auprès de laquelle il faudra verser les droits de succession. Alors, dans la déclaration de succession, on trouve euh, à peu près les mêmes éléments que dans l'acte de liquidation et de partage, hein. C'est-à-dire qu'on a un rappel de l'actif, on a un rappel du passif. Bon, certains postes peuvent changer, hein. Je pense notamment les frais funéraires, hein, qui sont déductibles qu'à hauteur de 1500 euros hein, dans la déclaration de succession, alors que dans l'acte de liquidation et de partage, on peut prendre les frais réels. Mais grosso modo, on a à peu près les mêmes postes. Euh, Autre exception quand même, les primes d'assurance vie, hein, lorsqu'ils sont versés par un souscripteur au-delà de ses 70 ans, les primes sont soumises au droit de succession. Ils doivent donc apparaître dans la déclaration de succession. C'est pour cette raison notamment que les notaires interrogent les héritiers sur l'existence de contrats d'assurance vie, hein, ce qui parfois crée des difficultés, parce que certains héritiers ne comprennent pas pourquoi les notaires leur posent ces questions, euh, parce qu'ils savent hein, que les capitaux d'assurance vie, en principe, sont hors succession. Voilà, la raison principale, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de prime versée après les 70 ans. L'autre raison, un peu moins bonne, mais bon, qu'invoquent certains notaires, c'est de pouvoir vérifier si les primes versées par le défunt n'étaient pas manifestement exagérées et donc de nature à réintégrer la succession.
Mais ce que fait surtout apparaître la déclaration de succession, c'est de façon très détaillée les modalités de calcul pour aboutir aux droits de succession dus par chaque héritier. Hein, donc on voit clairement apparaître les droits de chacun dans la succession, l'application de l'abattement, ou au contraire, les raisons pour lesquelles l'abattement ne peut pas être utilisé. On voit apparaître du coup l'assiette taxable et ensuite on voit apparaître l'application du barème, du taux, s'il s'agit d'un taux. Donc tout ça, c'est vraiment, ça apparaît de façon euh, très claire, étant rappelé que ni le conjoint ni le partenaire survivant ne paye de droits de succession. Oui, Stéphanie? Vous avez déjà eu un cas en tant qu'avocat de prouver que les primes sur un contrat d'assurance vie étaient manifestement exagérées? Oui, j'ai même un dossier en ce moment là-dessus. D'accord. Oui. Oui, alors la difficulté, c'est la preuve, hein. En général, c'est qu'il faut avoir, d'abord, il faut connaître, euh, en fait, enfin, la preuve. Euh, il faut au moins que les héritiers qui demandent la réintégration des primes connaissent à minima le nom de la compagnie d'assurance. Après, on peut écrire à la compagnie d'assurance pour obtenir une copie du contrat d'assurance vie avec le détail des primes versées et Mm. ainsi que les clauses bénéficiaires. Mais ça suppose de savoir quelle compagnie d'assurance vie assignée en référé, hein, parce que les compagnies d'assurance s'abritent derrière le secret professionnel pour ne pas divulguer ces informations sur simple demande. Alors, j'attire votre attention sur deux règles importantes qui sont parfois méconnues. D'abord, c'est que n'importe quel héritier peut déposer seul une déclaration de succession. C'est pas la pratique des notaires pour une raison simple, c'est que les notaires, ils se considèrent comme représentant l'ensemble de la succession. Donc, si la déclaration de succession qu'ils ont préparée n'est pas signée de tous, ils ne la déposent pas. Mais vous, rien ne vous empêche de le faire. À titre personnel, vous avez parfaitement le droit. Il existe d'ailleurs un formulaire, hein, un formulaire CERFA, hein, de déclaration de succession. Là aussi, hein, en deux clics, vous tapez formulaire CERFA, déclaration de succession, vous le trouverez. Alors le problème, c'est qu'il faut savoir le remplir. Mais dans un dossier, j'ai aidé une cliente à le faire. Alors, c'était un cas, comme toujours, particulier. Le notaire était aux abonnés absents, mais avant de décider de ne plus répondre à aucune demande, il avait quand même fait un projet de déclaration de succession. Donc, à l'échéance des 6 mois, enfin, peu avant l'échéance des 6 mois, mais j'ai dit à ma cliente, écoutez, vous appelez vous-même la recette des impôts, vous leur expliquez la situation, vous faites un copier-coller du projet de déclaration de succession et vous envoyez ça aux impôts. Donc c'est ce qu'elle a fait. Euh, et deuxième règle importante, il est possible aussi également de verser un acompte sur les droits de succession. Et si vous versez un acompte sur les droits de succession, bah, vous ne paierez pas de majoration de retard, en tout cas pas à hauteur de ce que vous aurez versé à titre d'acompte. Donc ma cliente, je lui ai dit, bah, comme d'après le projet de déclaration de succession, les droits qu'elle devait étaient autour de 3 000 à 4 000 euros. Il se trouve qu'elle avait cette somme disponible. Bah, je lui ai dit, bah, vous déposez la déclaration de succession et vous versez un acompte égal au montant indiqué sur le projet. Bon, c'est ce qu'on fait fréquemment dans les contentieux, hein. Et là, en l'occurrence, bah, de deux choses l'une, hein. Soit, in fine, les droits de succession étaient supérieurs, bon, bah, elle devra verser la différence, mais en tout état de cause, si on lui demande une majoration, on lui demandera que sur la différence. Et puis si la somme qu'elle a versée à titre d'acompte excède les droits qu'elle doit, bah, l'administration lui remboursera le trop perçu. Les acomptes, nous, on le fait systématiquement, enfin, on le fait systématiquement, on le fait souvent dans les contentieux successoraux. Hein, on a des héritiers qui se bagarrent, aucune déclaration de succession n'est signée, hein.
On se retrouve devant le tribunal ordonne les opérations d'ouverture et de liquidation et de partage, on se retrouve chez le notaire. Entre-temps, les majorations de retard courent sur déjà 2 ou 3 ans. Et c'est à ce moment-là que voilà, le notaire, avec l'appui des avocats, les héritiers en général sont d'accord, on se dit, bon, bah, écoutez, on va quand même vendre un bien qui dépend de la succession pour au moins verser un acompte égal au montant estimé des droits de succession, ce qui permettra d'éviter la casse en ce qui concerne les majorations de retard. Parce que les majorations de retard sont automatiques, hein. C'est 10% dès le 6e mois. Et si l'administration fiscale adresse une lettre de mise en demeure, ça passe à 40%, hein, si 90 jours après la lettre de mise en demeure. Donc ça peut quand même aller assez vite, hein. Bon, et comme les temps ne sont pas à la générosité budgétaire, les impôts ont tendance quand même à être un peu plus pressants qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Alors pour terminer, les autres actes du notaire, alors ce sont des actes que le notaire peut délivrer dans les successions. Euh, Si vous devez prouver que vous êtes attributaire d'un bien immobilier, vous pouvez le faire en produisant l'acte de partage, hein, sauf que l'acte de partage, si la succession est un peu complexe, il peut faire une centaine de pages. Donc c'est un peu complexe. Donc le notaire peut délivrer ce qu'on appelle une attestation immobilière ou une attestation de propriété. C'est exactement le même document que le notaire est susceptible de faire lorsque vous achetez un bien immobilier. Il va vous délivrer l'acte de vente, évidemment, mais il va aussi vous délivrer une attestation qui, en 2 ou 3 pages, vous permettra de prouver votre qualité de propriétaire. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est en vertu d'un acte de partage que un héritier est devenu propriétaire. Le certificat de propriété ou certificat de mutation, c'est un document que j'ai vu pour permettre à un héritier de prouver qu'il avait été attributaire de parts de société. Donc le notaire avait, évidemment, il ne pouvait pas appeler ça attestation immobilière, donc le document s'appelait certificat de mutation, où on trouvait également certificat de propriété. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette première partie sur la dévolution légale, hein. Bon, on a largement débordé de la dévolution légale, hein, puisqu'on a quand même parlé de donation, de testament, de choses dont on reparlera demain. Mais voilà, j'ai suivi également les différentes étapes, hein, du règlement d'une succession. Euh, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, bah écoutez, dans ce cas, C'est clair. bah, tant mieux. Dans ce cas, on se retrouve donc demain matin à 9h30, hein, on parlera de la dévolution volontaire du patrimoine. Parfait. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne Merci. Merci soirée. à vous Oui, aussi, bonne à soirée. demain. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.